Alors bonsoir à tous, je me réjouis d'ouvrir cette soirée de lancement, comme on dit un peu pompeusement, du numéro de France Forum de cet été, intitulé « Faut-il craindre les extrêmes ?» Alors pour ne pas oublier, je vais commencer par les remerciements. D'abord, je vous remercie, vous, d'avoir bravé la chaleur pour nous rejoindre. Vous êtes récompensés par la climatisation. Et merci même d'avoir pris les premiers rangs, de faire les bons élèves. C'est plus agréable pour nous et ça sera plus facile pour les échanges tout à l'heure. Je veux aussi remercier l'équipe qui a permis l'organisation de cet événement, donc en particulier Olivia Leboyer, qui est directrice de la rédaction de France Forum, Pierre-André Hervé, qui est notre secrétaire de rédaction et cheville ouvrière toujours active. Je remercie aussi Jacques Lot, qui s'occupe de la retransmission et qui est aussi d'une aide précieuse. Et je ne la vois pas, mais je remercie Marguerite Depré-Hautebert qui s'occupe de la gestion et en particulier de rembourser les billets de celles qui normalement devraient être là et qui devraient nous rejoindre. Alors je remercie aussi très chaleureusement les intervenants de cette soirée que je présente en quelques mots. Donc vous la connaissez sans doute, Perrine Goulet est députée depuis 2017. Elle est particulièrement investie pour la protection de l'enfance et l'amélioration de l'aide sociale à l'enfance. Et il se trouve qu'elle a aussi travaillé, je crois que c'était en partenariat avec Olivia, sur l'extrême droite française et les raisons du vote pour le Rassemblement national en particulier. Et donc nous lui demanderons un témoignage de terrain de l'Assemblée et puis ce qu'elle avait tiré de ses réflexions. Adrien Louis est maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. En ce moment, il travaille en particulier sur les principes de la démocratie représentative et il a coordonné avec moi le numéro dont nous allons parler. Alors simplement, un mot sur la revue, parce que certains m'ont dit qu'ils ne la connaissaient pas, et un mot sur les intentions du numéro. Alors cette revue, si vous ne la connaissez pas, donc elle date de 1957, elle avait été créée en particulier par Jean Le Canuet et Étienne Borne, et elle avait pour vocation principale d'être une interface entre le monde de la politique et le monde des intellectuels et des universitaires. Et donc je me réjouis que le plateau de ce soir illustre de façon très concrète cette vocation. Par ailleurs, c'est une revue qui a une identité philosophique, même si elle reste large. Elle est d'inspiration au départ personnaliste et disons que sa vocation est aussi de faire parler entre elles les différentes familles que l'on peut dire modérées, démocratie chrétienne, libéralisme, social-démocratie en particulier. Le forum de France Forum est notamment ouvert aux représentants de ces différentes familles, qu'ils soient politiques ou intellectuels, qui y débattent entre eux, même s'il n'y a pas d'exclusive. Je redis aussi que ceux qui contribuent au numéro le font dans une pleine indépendance. Évidemment que les universitaires ou les intellectuels qui participent ne se rallient pas par là même au mouvement démocrate. Souvent d'ailleurs, ils ont des attaches politiques qui sont différentes et simplement, voilà, ils viennent exprimer une réflexion, une opinion argumentée dans nos pages et donc on les remercie de cette contribution. Je dis ça en particulier pour Dorothée qui n'est pas encore là, qui sans doute est attachée à son indépendance en tant qu'universitaire. Alors j'en viens au numéro, faut-il craindre les extrêmes? Au fond, en concevant le numéro, nous avions deux questions. Une question qui est presque une question de science politique et une autre qui concerne vraiment l'actualité ou la vie politique de notre pays. La première question était comment peut-on définir un peu précisément l'extrémisme? En sciences politiques, il y a eu pas mal de travaux sur des termes qu'on pourrait dire cousins, le populisme en particulier. Il y a une littérature abondante sur le populisme et curieusement, il n'y a presque rien sur l'extrémisme. C'est pourtant un mot qu'on emploie assez couramment dans le combat politique. On accuse assez fréquemment l'adversaire d'être extrémiste, d'avoir une inspiration extrémiste, et pourtant le terme n'est pas vraiment défini. Jusqu'à présent, les quelques traces de définition qu'on trouve réduisent l'extrémisme à ceci: le refus de participer au jeu démocratique ou électoral et le choix de l'action directe violente. C'est évidemment un élément important, j'y reviendrai, mais c'est un peu insuffisant parce que ça voudrait dire qu'aucun des partis qui participent au jeu électoral ne pourrait jamais, en un sens, être considéré comme extrémiste. Et donc il nous semblait qu'il fallait creuser cette définition. C'est la première question que nous avions en tête. Peut-on définir un peu précisément l'extrémisme ? Puis nous avions une deuxième question, donc plus liée à notre vie politique.
est-ce que les partis ou les formations qu'on appelle extrêmes sont véritablement extrémistes? Je m'explique. L'adjectif, le qualificatif extrême, il peut être employé en un sens simplement géographique. On appelle extrêmes les partis qui sont les plus à gauche ou les plus à droite de l'hémicycle, ceux qui occupent une extrémité. Et c'est souvent de cette façon que le Conseil d'État justifie d'ailleurs, vous savez, les étiquettes, lorsque on étiquette les formations qui se présentent à une élection, c'est relativement aux autres formations, telle formation est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ça nous semblait une réflexion un peu insuffisante. Il nous semble qu'il est important de se demander si les partis extrêmes, extrême gauche ou extrême droite, sont par ailleurs extrémistes. Ou au moins, est-ce qu'ils ont une tentation extrémiste ou est-ce qu'ils ont des dimensions extrémistes? Et donc c'est aussi cette analyse un peu approfondie des formations politiques existantes en France que nous voulions mener. Alors dans le numéro, on trouve des éléments de réponse. Il n'y a pas toujours, sur toutes les questions, des réponses définitives. C'est pour ça que ça nous paraît important d'ailleurs d'échanger avec vous. À quel point le RN est-il extrémiste? À quel point LFI est-elle extrémiste? Ce sont des questions sur lesquelles nous apportons des éléments et des opinions, mais évidemment, ce sont des questions qui restent ouvertes. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes pour revenir sur la première question, la définition de l'extrémisme, et ensuite on se concentrera un peu plus longuement sur la deuxième question. Bonsoir Dorothée, je t'en prie. Le caractère extrémiste ou non des formations politiques qui existent en France. Alors j'en profite pour saluer, remercier et présenter Dorothée Régnier, qui est maître de conférence en droit public à Sciences Po Lille. Alors je dis qu'elle est en droit public, mais comme un certain nombre de gens dans cette discipline, elle triche un peu. En fait, elle fait aussi de la science politique à sa façon, puisque sa thèse portait sur la discipline de vote à l'intérieur des groupes parlementaires, donc c'est vraiment un objet politique, et puis depuis, elle étudie de façon approfondie le Parlement, donc elle reste juriste, mais je crois qu'elle met aussi le pied de temps en temps dans la science politique. Alors juste sur la première question, peut-on définir l'extrémisme? Le numéro s'ouvre par une interview un peu détaillée avec un professeur de l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Jean-Yves Pranchère, et qui propose au moins 2 éléments de définition. Je vous les soumets, et puis vous me dites si vous auriez pensé à d'autres éléments de définition. Ensuite, on en viendra donc à la question plus actuelle. Alors voici les 2 caractères qu'il met en avant. D'abord, pour lui, l'extrémisme réside dans une certaine façon de relier les moyens et les fins. L'extrémiste, c'est celui qui considère que le but politique qu'il poursuit est tellement nécessaire que les moyens, même les plus problématiques, sont bons à employer. Alors évidemment, est typiquement extrémiste, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui emploierait des moyens directement violents. C'est-à-dire vouloir user de la force pour imposer un but politique, c'est typiquement le caractère de l'extrémiste. D'ailleurs, dans le Code de la sécurité intérieure en France, il est écrit que le gouvernement peut supprimer, interdire des groupes qui emploieraient la force pour imposer leurs idées. Donc d'une certaine façon, on n'interdit pas les idées, mais on interdit l'usage de certains moyens. Mais Jean-Yves Pranchère va plus loin, il pense qu'il faut élargir cette réflexion sur les moyens et les fins. Il considère qu'on peut appeler extrémiste un mouvement qui voudrait imposer ses buts, même si ça entraîne une importante casse, qu'elle soit juridique, économique ou sociale. Si on considère que cette casse, aussi douloureuse soit-elle, est justifiée par les fins, d'une certaine façon, on glisse vers l'extrémisme. Et donc, on pourrait dire, pour résumer ce premier élément de définition, il faut que ça passe même si ça casse. Avec une espèce de désinvolture par rapport à la casse ou une acceptation assez assumée de la casse économique, sociale, juridique, etc. Et il propose un deuxième élément de définition qui est le suivant. L'extrémiste, c'est celui qui a une incapacité à s'inscrire dans le pluralisme politique, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître comme adversaires ceux qui sont le plus éloignés de lui et comme alliés potentiels ceux qui sont plus proches. Parce que pour l'extrémiste, en fait, ceux qui sont plus proches mais qui ne sont pas vraiment de son mouvement sont les pires. Vous savez, pour les bolcheviks, les sociodémocrates, ce sont les pires, ce sont les sociotraîtres. Et donc celui qui est plus proche n'est pas plus proche, parce que s'il n'est pas vraiment avec moi, c'est un traître. Et donc il y a comme ça une incapacité à concevoir des amitiés politiques possibles, des alliances politiques possibles, des compromis politiques possibles, parce que celui qui est proche, c'est le pire ennemi. Et c'est le deuxième élément de définition qu'il apportait et qui nous semblait intéressant, en tout cas de vous soumettre.
Alors je ne sais pas si sur cette question de la définition, vous auriez envie d'ajouter quelque chose ou de complexifier un petit peu. Bon, je lance un peu une discussion avec vous, je la prépare dans Donc l'entretien de Jean de Pranchère est très intéressant. Simplement déjà en écoutant un peu ton résumé, je suis quand même un peu attrapé par le fait que la manière dont il définit l'extrémisme le rapproche presque de quelque chose comme le fanatisme. Or, par exemple, l'article de Dorothée Régnier montre que, en un sens, le RN, par exemple, est tout à fait disposé à utiliser des voies légales pour ces réformes. Donc, est-ce qu'il faut à ce point resserrer l'extrémisme de la violence en sachant que des voies légales pourraient bouleverser de manière considérable la règle du jeu démocratique, les grands principes démocratiques? Donc je pense que ça pose cette question du rapport. Est-ce qu'il faut à ce point resserrer le rapport de l'extrémisme à la violence ou pas? Et puis deuxième chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que quand on parle de l'extrémisme d'LFI ou du RN ou de Reconquête, il me semble qu'on a en tête des choses un peu différentes qui peut-être faudrait mieux mettre en relief. Il me semble que quand on pense à l'extrémisme de LFI, on pense effectivement à quelque chose de l'ordre insurrectionnel, donc, qui est assez bien documenté par Gérard Grimbert dans le numéro. Donc une remise en question profonde avec une connivence, pour le coup, avec la violence de nos institutions. Peut-être aussi que quand on pense à LFI, on pense à un caractère idéologique très fort, très, très marqué. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de l'extrémisme de RN? Est-ce que c'est le même rapport à la violence? Ça ne me paraît pas probant. Est-ce que c'est le même rapport à l'idéologie? Ça ne me paraît pas non plus forcément probant. Pour le coup, on pourra en reparler peut-être plus. L'idéologie caractérise peut-être plus Zemmour que le RN actuel. Mais voilà, quand on pense par contre au RN, on pense plutôt à la remise en question peut-être de certains aspects de la justice et de l'état de droit, entre autres choses. Et voilà, donc en tout cas, il me semble que c'est important ça serait en tout cas utile, peut-être plus d'ailleurs qu'on l'a fait dans le numéro, de faire entendre ce que le mot extrémisme renvoie dans chaque cas, en quelque sorte. Alors je vais te donner la parole dans un instant sur ton article, mais il me semble que peut-être on pourrait raccrocher la définition de Pranchère à l'article de Dorothée, dans le sens où quand même elle décrit quelque chose comme une casse juridique. Enfin, on va y revenir, mais la refonte de l'état de droit proposée par le RN qu'elle décrit pourrait, à mon avis, rentrer dans cette catégorie de la casse juridique dont parle Pranchère, donc peut-être qu'elle n'est pas si... Je ne sais pas s'il en parle. Je vais le relire alors. Je vais le relire. Peut-être qu'il a corrigé entre le moment où j'ai transcrit et le moment où on a publié. Mais est-ce que sur la définition, vous aviez envie de dire un mot? Donc moi, je ne suis pas universitaire, mais je peux me baser sur ce que je vois à l'Assemblée nationale et je me rapproche un petit peu de ce que monsieur vient de dire. Pour moi, on ne peut pas, entre guillemets, les comparer. Le RN et LFI, ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques. Je pense qu'effectivement, certains... on le voit et on l'a encore vu malheureusement ces jours-ci, le jusqu'au boutiste pour arriver à ses fins, y compris la violence, y compris, j'allais dire, dans les propos, dans les comportements, le non-respect des règles à l'Assemblée nationale, pour le côté LFI est très marqué. Le RN, c'est plus subtil. On n'est pas dans cette, violence physique. Il y a un respect des règles du Rassemblement national, qu'on le veuille ou pas. Il y a une vision du respect quand même des règles, alors à part par la condamnation, mais ça c'est autre chose. Mais sur la partie respect des règles, en tout cas, moi ce que je vois à l'Assemblée nationale, c'est pas du tout le même type de comportement. Et c'est là où effectivement cette définition d'extrême, on dit... Le jusqu'au boutisme, oui, mais n'est pas le même d'un côté et de l'autre. D'un côté, on est vraiment dans cette violence, dans ce non-respect. Dans l'autre, c'est plutôt au contraire se mettre dans le moule, plutôt respecter pour pouvoir enfin passer le step qui leur manque pour passer au gouvernement. C'est beaucoup plus subtil, je trouve. Alors, on va parler du RN après, mais peut-être pour poursuivre un petit peu la réflexion que vous venez d'ouvrir, moi, ça m'intéresserait que vous décriviez un peu plus précisément les stratégies d'LFI à l'Assemblée nationale. Pour une raison, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai été amenée à assister à un débat à l'Assemblée nationale, et je me suis aperçue que quand je regardais
l'Assemblée depuis mon poste de télévision. Il y avait évidemment des choses que je voyais, mais il y avait aussi beaucoup de choses que je ne voyais pas et que je n'entendais pas. Je crois que le micro de la tribune capte ce que dit l'orateur, mais ne capte pas tout ce qui se dit dans l'hémicycle. Et quand on est en tribune, on est quand même saisi, c'est dur même de garder son calme, par la façon dont se comportent les députés LFistes. Donc peut-être que vous pouvez nous décrire un petit peu plus leur stratégie parlementaire, c'est-à-dire quel est En fait, ils ont une stratégie, alors c'est pas beau le mot, mais de bordélisation à l'extrême. Quand c'est un texte qui leur convient pas, ils vont user de toutes les possibilités d'obstruction possibles. Et si ça ne va pas, et parce qu'on arrive à contourner leur option, j'allais dire, d'obstruction, et bien là, ils vont rentrer dans un système où ils vont, j'allais dire, crier, faire des suspensions, créer des incidents de séance pour qu'on suspende et que le temps s'écoule, puis qu'on ne puisse pas aller au bout de ce texte. Et puis après, il y a le non-respect de tout le monde. Parce que vous disiez très bien tout à l'heure, ils ne respectent pas plus, j'allais dire, leurs collègues qui sont juste, notamment du Parti socialiste, que nous ou que les autres. Ils mettent tout le monde dans le même sac à partir du moment où ce n'est pas eux. Et c'est des insultes que vous n'entendez pas, mais c'est des insultes, c'est des critiques. J'ai vu cet après-midi une présidente qui se trompe de prénom, de nom de famille. On l'invective tout de suite en disant que c'est forcément parce qu'elle est raciste qu'elle se trompe de nom. Bref, tout est sujet à conflictualiser les relations à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ne respectent pas, dès qu'ils le peuvent, j'allais dire, les directives de notre Assemblée. On leur demande, on a sans avoir une tenue, ils arrivent des fois avec d'autres tenues, on ne doit pas lever de papier, ils lèvent des papiers, ils ne doivent pas venir avec certaines choses, ils viennent avec pour se faire de la communication, etc. Et ce qui est encore plus compliqué aussi, c'est qu'ils font alimenter par le public leur propre volonté de bazar, en fait. On l'a vu ces jours-ci, un vote ne leur a pas convenu, ils avaient mis dans les tribunes une certaine population, dont Madame Traoré, et normalement quand on est à la tribune on se tait, ils se sont mis à hurler, ils se sont mis à crier, bref, on voit qu'eux ne respectent pas, mais tous ceux qui les accompagnent ne respectent pas non plus. Donc c'est vraiment une stratégie, je trouve, à triple détente, où on a effectivement le non-respect des règles, on a cette envie de toujours tout conflictualiser et de s'appuyer sur un écosystème qui est à leur botte pour arriver à leur fin. On le voit avec différentes manifestations qu'il y a eu à l'heure actuelle, et les sujets qu'on a en ce moment se prêtent à vraiment le voir, puisque c'est des sujets régaliens, des sujets qui sont souvent demandés par une grande partie de la population, et on voit bien que là, ils font tout pour qu'on soit, j'allais dire, mis dans le même camp que le Rassemblement national, ce qui est quand même loin d'être le cas. Hier, typiquement, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse de LFI sur le cas de Kylian Mbappé. Donc vous savez que c'est cette sénatrice paraguayenne d'extrême droite qui a critiqué et qui a eu des propos très racistes envers Kylian Mbappé. Eh bien, en conférence de presse, ils ont dit que c'était une macroniste locale. Bon, je veux bien que on n'apprécie pas ce qu'on fait, mais à un moment, vous voyez, ils salissent tout. Il n'y a aucun respect de rien. Et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Et c'est là où, effectivement, c'est peut-être pas la vision que vous tous avez, mais moi, je vous fais part de ma vision à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui me fait peur, c'est que la différence entre la France insoumise et le Rassemblement national, eh bien, il y en a un qui se comporte bien et l'autre qui se comporte pas bien. Et c'est terrible de voir ça. Et on en vient à se dire, par moments, tellement ils nous insupportent, qu'on préfère le Rassemblement national, parce que c'est plus calme, c'est plus respectueux, même si on n'est pas d'accord sur le fond, que d'avoir à côté de nous la France insoumise. Ce qui est terrible quand on réfléchit idéologiquement sur ce qu'est le Rassemblement national. Et ce qui veut dire aussi que la stratégie mise en place depuis quelques années par Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen est en train de fonctionner. Puisque même à l'Assemblée nationale, ils sont capables de se tenir et de ne pas montrer qu'ils font partie d'un parti extrémiste. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus dangereux sur la partie Rassemblement national. C'est qu'ils arrivent à camoufler
tout ce qui devrait les définir en tant que parti extrémiste. Et juste pour finir sur LFI, avant d'en venir au RN, est-ce que vous pensez qu'ils ont une arrière-pensée très nette dans cette stratégie de bordélisation qui est de discréditer le Parlement, c'est-à-dire de jeter un discrédit tel sur les institutions qu'on soit obligé d'aller vers quelque chose qui soit effectivement plus insurrectionnel ou vers la mise en place d'un pouvoir constituant permanent. C'est leur programme, en fait. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir une 6e République, d'avoir cette partie-là. Donc, ils sont complètement dans ce qu'ils prônent et dans ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, en fait, il y a peut-être rien d'étonnant, mais c'est vraiment insupportable quand on est à l'Assemblée nationale, et même quand on essaye de leur expliquer. À un moment, j'ai discuté avec eux en disant, mais vous vous rendez compte, parce que moi c'est le cas dans mon département, en 2024, dans l'autre circonscription qui n'est pas la mienne, mais dans celle où il y avait mon collègue jusqu'ici, qui est la circonscription quand même où il y a Château-Chinon et où il y a l'historique de François Mitterrand, elle a basculé Rassemblement national, parce que les gens que j'ai vus sur mon territoire m'ont dit, on a plus peur de LFI que du Rassemblement national. Et quand tu essayes de dire ça à LFI en leur disant attention à ce que vous renvoyez, ça fait plus peur aux gens que le Rassemblement national, ils n'écoutent pas, en fait. Ça ne les concerne pas. Et leur politique qui est aussi aujourd'hui on a entendu des choses la semaine dernière. Le fait de lutter contre les free parties, c'est parce qu'on est contre la jeunesse, on ne les comprend pas. Le fait de dire qu'à un moment il y a des règles et qu'on ne peut pas ouvrir toutes les bornes à incendie, c'est parce qu'on est contre la pauvreté des quartiers, parce qu'on les empêche d'avoir accès à une piscine alors qu'on est en pleine canicule. Que les rodéos sauvages, c'est l'équivalent des courses hippiques mais dans les quartiers. On voit bien à un moment que la stratégie est d'être. On dit beaucoup que le Rassemblement national est raciste, et c'est vrai, mais eux, ils le sont aussi d'une autre manière, puisqu'en fait, ils sont sur une partie de la population qui vont pousser contre une autre partie de la population. Donc, ce n'est pas le même racisme de couleur ou autre chose, mais c'est pour moi très inquiétant aussi, parce qu'en fait, dans les deux cas, pour le coup, on oppose des populations entre elles, soit pour la couleur, soit pour leur mode de vie. Et je pense que c'est vraiment, peut-être ce qui me caractériserait le plus pour moi les extrêmes, c'est d'avoir des comportements qui visent à opposer les populations. Alors que nous, côté centriste, quand même, on est dans la discussion, on respecte la démocratie, on n'est pas d'accord avec celui à côté, mais on n'est pas là pour opposer une population, par exemple des quartiers à la campagne, une population de couleur par rapport à une population française qui serait là depuis longtemps. Et pour moi, la vraie caractéristique des extrêmes, c'est ça, c'est d'avoir la volonté de monter les uns contre les autres dans notre pays. Alors Dorothée, tu n'étais pas là, mais j'ai précisé que les contributeurs universitaires contribuaient en toute indépendance politique, qu'il y avait parmi nous des politiques et puis d'autres qui étaient vraiment libres d'attache par rapport au mouvement démocrate. Juste, on peut peut-être attaquer à bras-le-corps la question du RN, sauf si tu veux d'abord réagir à ce qui a été dit. Non. Donc effectivement, on avait un problème avec le Rassemblement national dans ce numéro, parce que c'est un parti d'extrême droite, et en même temps, quand on essaye d'appliquer de façon très rigoureuse la définition qu'on a donnée, effectivement, on bute sur le fait qu'ils ont un comportement apparemment beaucoup plus légaliste que d'autres formations. Et en même temps, on a aussi tous cette sensation plus ou moins diffuse que le fond du programme ou du projet reste très problématique. Donc pour essayer de tenir ensemble ces différents aspects du problème RN, nous avons demandé à Dorothée Régnier si elle acceptait de présenter une proposition de loi en particulier qui nous semblait typique du projet du Rassemblement national, parce que à l'Assemblée nationale, ils font quand même des choses qui sont caractéristiques. Et donc, on lui a soumis la proposition de loi, je ne sais pas si vous vous rappelez, Citoyenneté, Identité, Immigration, de janvier 2024, qui est quand même une proposition assez synthétique qui rassemble toute une série de mesures proposées depuis plus ou moins longtemps par le Rassemblement national et qui permet quand même de bien cerner la marque RN. Donc, peut-être que tu veux nous présenter cette proposition et puis essayer de nous dire ce qui, toi, te paraît extrême dans cette proposition. Qu'est-ce qui est de l'ordre éventuellement de l'erreur politique qu'on peut discuter, et qu'est-ce qui, pour toi, est de l'ordre vraiment de quelque chose comme une transgression par rapport à l'état de droit ou à des principes que tu considères comme essentiels? D'accord. Merci Agnès. Je voulais m'excuser pour mon retard tout à l'heure.
Et donc effectivement, en fait, la proposition RN traduit le programme habituel de ce parti d'extrême droite. Et en fait, il faut envisager tout à la fois le fond de la proposition, mais aussi le vecteur juridique qu'elle propose d'utiliser, parce que les deux sont critiquables. Donc sur le fond, on envisage d'encadrer, de faire entrer dans la Constitution une définition de l'étranger, une définition juridique de l'étranger. Et cette définition juridique, en fait, c'est tout un ensemble de droits qui vont leur être refusés. Et donc finalement, on a la préférence nationale qui est l'ancienne habituelle de ce parti d'extrême droite, et on va venir par des calcomanies en quelque sorte, venir définir ce qu'est l'étranger par les droits qui vont lui être refusés, en sachant qu'il y a les étrangers européens et les étrangers hors Union européenne. Et donc déjà sur ce point, pour une idéologie française qui est inscrite depuis la Révolution et dans la DDHC, qui est celle de l'universalisme et de l'égalité, la loi ne fait pas de distinction chez nous entre la race, la religion, l'origine des personnes. C'est inscrit dans la Constitution. Et bien là, on va changer carrément notre optique et on va venir dire qu'il y a des citoyens et des personnes qui ont des droits et d'autres qui ont moins de droits en fonction de leur origine, de leur casier judiciaire, de leur couleur et en fonction même parfois. Non, c'est pas l'intérieur. C'est effectivement, pardon, c'est moi qui. Oui. C'est moi qui continue sur les différents types de discrimination. Merci de préciser. En sachant que, par exemple, on peut aussi avoir, en fonction donc, de l'origine géographique, des droits qui soient encore différents. Donc, il n'y a pas un seul étranger, mais il y a plutôt des étrangers qui sont définis. Donc, en ça, sur le fond, la proposition, elle est contestable, puisqu'elle vient rompre avec notre vision universaliste. Et puis aussi sur le vecteur utilisé, c'est-à-dire qu'effectivement, on prend l'apparence d'un respect du droit, c'est-à-dire qu'on vient utiliser le droit, on vient utiliser la Constitution pour cela, sauf qu'on ne peut pas réformer la Constitution n'importe comment. Il y a toute une procédure qui est inscrite dans la Constitution elle-même, à l'article 89 pour la nôtre, et qui vient prévoir qu'on ne peut pas accéder directement au référendum pour des révisions de la Constitution. Il faut d'abord que le texte, qui soit d'initiative du Parlement ou du président sur proposition du Premier ministre, il faut d'abord que ce texte soit discuté et adopté par les deux assemblées. Et c'est seulement une fois que les assemblées se sont mises d'accord sur ce texte qu'il peut éventuellement y avoir référendum. Or ici, ça ne convient pas en fait au RN, et c'est en cela qu'il va briser la logique du droit, c'est qu'il veut organiser un référendum en dehors des procédures qui sont prévues par la Constitution. Et donc ça, c'est aussi une rhétorique qu'on voit habituellement, parce qu'on est dans une logique un peu plus proche de l'illibéralisme qu'on rencontre dans les États d'Europe de l'Est notamment, où on va venir essayer d'opposer deux logiques, le droit et le peuple. Et on vient expliquer que le peuple ne peut pas voir sa volonté limitée par le droit. Et si on revient sur des choses un peu plus d'actualité, on voit que c'est exactement la rhétorique qui est utilisée aujourd'hui par le RN pour justifier le pourvoi en cassation de Marine Le Pen et pour dire en fait c'est pas au juge de trancher cette question, ça va être au peuple directement et je m'en remets au peuple, donc je fais ce pourvoi en cassation pour pouvoir me présenter et c'est le peuple qui tranchera, et on remet en cause la légitimité du droit et ici plus particulièrement la légitimité du juge. Peut-être qu'on va revenir après sur justement ces droits qui seraient enlevés aux étrangers selon leur catégorie d'étrangeté. Mais juste, je voulais peut-être te faire réagir sur un aspect de la proposition de loi qui, moi, m'a beaucoup déroutée. En principe, les engagements internationaux que la France a pris, les traités internationaux qu'elle a signés, doivent s'appliquer. Quand on signe un traité, on s'engage à l'appliquer. Ce qui est très frappant dans cette proposition de loi, c'est que le but, c'est de mettre une constitution réformée, donc une constitution qui est bourrée d'affirmations sur les étrangers, la nationalité, etc., de la mettre au-dessus de tous les traités, y compris les traités européens, puisque à plusieurs reprises, il me semble que la proposition affirme que dès lors que une disposition d'un traité international entrerait en contradiction avec la Constitution réécrite, cette disposition ne pourrait plus être appliquée, et c'est cette disposition qui devrait être réécrite, ou en tout cas, elle cesserait d'être appliquée d'une certaine façon, elle deviendrait lettre morte, et de façon explicite sont mentionnés des traités européens, et même la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il est dit qu'il n'est pas besoin de la dénoncer de façon globale, on peut très bien rester dans la Convention. Par contre, il y a des dispositions de la Convention qu'on n'appliquera plus, qui seront lettres mortes, et il y a une sorte de
d'inversion où la loi organique par moment devient supérieure aux traités internationaux. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, en tant que juriste, te frappe ou... Donc effectivement, c'est la Constitution qui, une fois encore, vient régir l'organisation des rapports entre les différentes normes, ce qu'on appelle, nous, la hiérarchie des normes. Et l'article 55 nous dit bien que les traités qui sont régulièrement ratifiés vont avoir une valeur supérieure à celle des lois. Donc c'est ce que nous dit la Constitution. Elle-même ne peut pas prévoir qu'un texte lui soit supérieur dans la mesure où c'est l'acte fondateur de l'État. Donc elle est souveraine, elle dispose de cette autorité supérieure qui va s'appliquer, et donc elle peut juste reconnaître une valeur infraconstitutionnelle, donc inférieure à la loi, et supralégislative supérieure à la loi. Ce que propose le RN, c'est d'affirmer de but en blanc, effectivement, que la Constitution est supérieure à toutes les normes, alors que l'idée dans le droit, c'est quand même de dire que si une disposition d'un traité est contraire à la Constitution, eh bien, avant de le faire entrer dans l'ordre interne, on va réviser la Constitution. Sinon, il serait trop facile à chaque État de négocier et ensuite de revenir en arrière en disant en fait cet accord sur lequel on est tous intervenus au cours de notre compromis, moi je ne peux pas le ratifier parce que c'est contraire à une disposition de la Constitution et pourquoi pas de la loi et pourquoi pas d'un règlement plus tard. Donc il y a ces logiques. Et effectivement, s'agissant des textes qui viennent protéger les droits des citoyens et les droits de l'homme, c'est particulièrement choquant de venir affirmer qu'on va pouvoir mettre certaines dispositions de côté et choisir ce qui va nous arranger, ce qui va aller avec notre vision de la société ou du droit. En particulier celles qui concernent le droit d'asile, oui, les droits des réfugiés, etc. Oui. Et donc juste sur les droits qui seraient soustraits, enlevés aux étrangers, peut-être que tu peux donner un ou deux cas précis. Je sais qu'il y a le fait que donc ceux qui ont une autre nationalité, une double nationalité, ne pourraient éventuellement, selon la décision du législateur, mais éventuellement plus accéder à toute une série de métiers dans les entreprises publiques ou de délégations de services publics, etc. Il y a aussi le fait que certaines les allocations ne pourraient plus leur être versées, etc. C'est à ce genre de... Oui. Donc c'est le pendant finalement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la préférence nationale qui veut réserver effectivement certains droits ou l'accès à certaines professions aux nationaux. On voit effectivement cet élément. On a aussi l'accès à l'aide médicale d'urgence qui est proposé dans le programme du RN, d'être supprimé en fait finalement. Donc y compris pour les étrangers en situation irrégulière. Donc il y a aussi cette définition juridique finalement de l'étranger qui existe déjà chez nous entre ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation non régulière, donc qui ne sont pas censés se trouver sur le territoire, mais dont on constate qu'ils sont quand même présents et on va quand même organiser tout un ensemble de régulations de leurs droits. Donc tout ça, ça n'existerait plus pour le RN. Et puis on voit aussi effectivement tout ce qui touche au droit d'asile avec la volonté de se coupler sur ce qui pouvait exister en Angleterre à un moment et ce qui a été abandonné, mais on voit que les idées reviennent par une autre porte avec l'Union européenne, par exemple, en organisant des conventions avec des États tiers pour accueillir les demandes d'asile et traiter ensuite, accueillir les demandeurs, puis traiter les demandeurs. Donc ça fait partie, effectivement, des mécanismes qui sont prévus. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette proposition a été discutée Ah oui, je m'en souviens très très bien. Alors effectivement, vous avez raison. Ils ont pris un vecteur, ils savaient que de toute façon, ça ne pourrait pas passer, quoi qu'il arrive. Donc c'était vraiment... et pour le coup, c'est aussi ce que fait LFI, c'est utiliser ce qu'on appelle les niches parlementaires. C'est-à-dire il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a une journée par an où l'ordre du jour est réservé au groupe. Et donc... à chaque fois, c'est forcément des sujets polémiques qui mettent dedans. Le but, c'est pas forcément que le texte soit adopté en tant que tel, mais c'est d'avoir une tribune, j'allais dire, médiatique pendant toute la journée sur un sujet. Et donc oui, je m'en souviens très bien, puisqu'il y avait quand même de sacrées horreurs, mais aussi des interrogations. Quand je dis des horreurs, vous avez par exemple, et vous connaissez tous l'état, par exemple, de notre système de santé, on fait venir des personnes de l'étranger pour faire médecin, pour faire infirmière, pour faire aide-soignante, eh bien, une aide-soignante qui arriverait d'un pays, par exemple, d'Afrique, n'aurait pas eu droit aux allocations, même si elle était venue avec ses enfants, alors qu'elle venait pour travailler dans notre pays. À un moment, tu ne peux pas lui demander de venir et pas l'aider à garder ses enfants comme tous les autres Français. Donc on voyait qu'il y avait quand même chose. Mais il y a un autre paradoxe que moi j'ai vécu pendant la campagne avec le Rassemblement national. Vous vous rappelez, c'était les postes ne peuvent pas être pris par des binationaux.
Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui serait né, parce que voilà, ils sont nés, par exemple, en Russie, qui a immigré en France à 1 an et qui a donc la double nationalité, n'aurait pas accès à des postes. Mais face à moi, aux législatives, j'avais un candidat à l'Assemblée nationale qui est marié avec une Russe. Et là, il n'y a pas de problème. Donc on voit l'hypocrisie aussi de certaines de leurs mesures, où on interdirait à des gens qui sont en France depuis des années d'accéder à certains postes, mais d'autres, parce qu'ils sont français, même s'ils sont mariés avec des personnes qui ont une influence, que j'ai creusé un petit peu, qui ont une influence sur la personne, eux, ils auraient droit à certains postes. Donc on voit bien qu'il y a des sujets sur ce Rassemblement national et sur cette identité qui sont catastrophiques et qui sont pas logiques. Et ça, je pense que c'est important parce que, oui, moi, j'entends cette population qu'on a dans nos territoires qui nous disent à un moment, on paye et ils ont les mêmes droits que nous alors qu'ils ne travaillent pas et c'est pas normal. Pourquoi moi je paye beaucoup et j'ai rien en face. Il faut l'entendre. C'est pas forcément des gens racistes, mais il faut l'entendre. Et ils surfent en fait sur cette vague-là en se disant c'est forcément la faute de l'immigration. Mais en fait, c'est pas la faute de l'immigration. C'est la faute au fait que, on a un système social qui accompagne beaucoup et qui repose beaucoup sur les travailleurs et ceux qui travaillent. Et on voit bien que c'est un terreau sur lequel ils vont beaucoup. Donc, moi, je me rappelle très bien de ce texte, qu'il y ait travail, qu'il y ait effectivement immigration, qu'il y ait droit, donc entre Français de souche et autres Français qui n'auraient pas les mêmes droits. Et en fait, le but, ce n'était pas que ça passe, c'était juste avoir une journée de tribune où on pouvait les écouter et où ils pouvaient raconter toutes ces horreurs en toute impunité à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est dramatique. Vous dites le but, c'est pas que ça passe. C'est vrai que souvent, ils ont tendance à annoncer des choses et puis à les retirer après, si bien qu'on ne sait plus très bien quel est le programme. Mais en même temps, on suppose que si un jour ils gouvernent, il faudra bien qu'ils fassent quelque chose. Et donc, ils vont puiser dans leur boîte à outils quand même, qui sera celle-là. Ah bah bien sûr. Mais c'est là où il va falloir, lors de la campagne des présidentielles, tous et toutes qui sommes démocrates au sens large, j'emmène démocrates au sens large, les partis qui respectent la démocratie, pas que le mouvement démocrate, mais tous ceux qui respectent la démocratie, aller expliquer que sur certains programmes, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'ils disent tout et leur contraire. Quand on regarde le programme du Rassemblement national il y a quelques mois, à un moment, ils s'adressent aux ouvriers en critiquant les patrons, mais ils vont chercher les patrons sur d'autres mesures. Donc quand on met bout à bout en cohérence, j'allais dire, si on met en cohérence leur programme, il ne tient pas la route. Sauf qu'ils ont trouvé le moyen de s'adresser, j'allais dire quasiment, pas individuellement, mais de manière segmentée à une certaine partie de la population qui ne regarde que ce qui les intéresse et ne regarde pas qu'en fait, ça ne marche pas dans l'ensemble du dispositif et que la déception risque d'être terrible pour les personnes qui vont voter Rassemblement national l'année prochaine, j'en suis convaincue. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est que là, on entend beaucoup dans les territoires, il n'y a que qu'on n'a pas testé, il n'y a que qu'on n'a pas testé, mais quand ils auront testé, et je ne l'espère pas, mais si jamais ils le testent et qu'ils vont voir que ça ne va pas mieux, qu'est-ce qui va rester comme boîte de sortie à notre population ? Alors, Adrien, évidemment, moi, je dirais, réaction libre, vas-y. Réaction libre. Non, mais du coup, ça pose quand même la question de savoir jusqu'à quel point il est opportun de faire usage de ce mot d'extrémisme, parce qu'en l'occurrence, quand on dit le mot extrémiste, surtout quand on vise le RN, en fait, on désigne tous leurs électeurs comme des racistes absolument insupportables, donc il serait effectivement peut-être plus judicieux de montrer l'incohérence, la pauvreté de leur politique plutôt que de jeter ce mot d'infamie qui finalement éclaire pas tellement le débat public, en fait. Il me semble pas, voilà, c'était ma réaction libre. Alors pour aller dans ton sens, moi je trouve qu'effectivement ce qui est frappant du point de vue donc, du coup, de l'analyse politique, c'est la contradiction qui fait que le RN demande aux étrangers de s'assimiler, c'est le mot qui est toujours repris à la place du mot intégration, et en même temps lui barre tous les chemins vers le travail qui est quand même le principal vecteur d'intégration ou d'assimilation. Donc là je pense qu'il y a effectivement des contradictions proprement politiques qu'on peut analyser. Alors Adrien, il se trouve, tu n'es pas spécialiste de l'extrême droite, je le précise, mais que tu as commis dans ce numéro un article sur la politique d'Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as vraiment lu,
puisque tu es partie de ces livres. Dernier, juste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as saisi, justement, peut-être des contradictions ou des dimensions du zémourisme en le lisant? Alors, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir tirer quelque chose de son dernier livre sur lequel je me suis appuyé, parce que, en un sens, pour le coup, il est tellement explicite dans sa manière de mettre en scène le choc des civilisations. Il flirte tellement avec cette image du sauveur de la civilisation, bon, occidentale, européenne, française, bon, en tout cas l'une des trois, que voilà, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment des choses, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses en lisant son petit livre La messe n'est pas dite? Mais effectivement, ce qui m'a frappé quand même à la lecture, c'est effectivement là, aussi une relative incohérence tout de même. C'est-à-dire qu'il invoque le christianisme, mais en même temps, la seule chose qu'il trouve de bien dans le christianisme, enfin en tout cas, c'est bon, soit les bâtiments, la beauté des bâtiments peut-être, mais fondamentalement, sur le fond, c'est l'individualisme. Donc on dirait qu'il défend le christianisme pour sa vertu libérale. En même temps, son libéralisme, on a du mal aussi à en cerner les contours. Bon, parce qu'il ne semble pas très soucieux quand même de défendre l'état de droit, en tout cas vis-à-vis de nos concitoyens musulmans. Il ne semble pas très... Bon, vous savez que depuis longtemps, c'est une de ses grandes obsessions, le gouvernement des juges. Donc on imagine quand même qu'il a... Bon, il a une vision de la séparation des pouvoirs qui reste à clarifier, parce que ça lui arrive de citer Montesquieu, mais en l'occurrence, non pas comme une grande figure de la séparation des pouvoirs, mais comme un auteur qui aurait dit que le juge n'est là que pour être la bouche de la loi. Donc une vision quand même très subordonnée de la justice, et pas du tout une vision un peu plus de la justice comme une autorité qui soit relativement indépendante du pouvoir politique. Donc ça, c'est une chose frappante, que je trouvais un peu frappante, cette absence de cohérence. Et puis surtout, ce qui m'a frappé aussi, c'est que, au fond, Éric Zemmour, son ambition, c'est quand même d'opérer ce qu'il appelle des mus spirituels. Il veut que les gens fassent des mus spirituels. Donc il veut que les musulmans se transforment, pour le coup, en individus agnostiques, pour dire les choses un peu simplement. Il veut que les citoyens agnostiques se transforment en patriotes chrétiens. Il veut que les chrétiens, et à commencer par le pape François à l'époque, se convertissent en nationalistes en un sens. Donc il veut recomposer un petit peu les grandes forces qui l'intéressent en des choses différentes. Donc en un sens, un peu comme dans la lignée de Maurras, pour le coup, le christianisme ne l'intéresse pas en tant que tel. En somme, je ne crois pas qu'il soit très préoccupé par l'amour du prochain, la charité chrétienne, tout ça, ça n'intéresse pas plus que ça. Mais il veut qu'on s'investisse dans le christianisme comme un bien national, qu'on le revendique comme un bien national, et il voudrait que le christianisme fasse plus droit à la grandeur des nations. Donc voilà, ce qui me paraît aussi un équilibre un peu étrange. Et puis, dernier point qui m'a frappé, c'est aussi que pour lutter contre la visibilité de l'islam, en un sens, sur l'islam, il a plusieurs propositions aussi. D'un côté, il dit, moi, mon problème, ce ne sont pas les musulmans, c'est l'islamisation du pays. Bon, après, il peut dire de ligne plus loin que quand même l'islam est de toute façon incompatible avec la République. Donc, ce qui ne semble pas laisser beaucoup d'autres alternatives aux musulmans français que de renoncer à leur confession. Mais par contre, le moyen qu'il envisage pour lutter contre la visibilité de l'islam, c'est une laïcité radicale, donc l'interdiction de tout signe religieux ostensible dans l'espace public en général. Donc là, on est un peu perturbé aussi, parce qu'on dirait qu'il en appelle à un regain de christianisme, donc on suppose d'une visibilité du christianisme, et d'un autre côté, il se revendique d'une laïcité qui impliquerait une disparition du religieux dans l'espace public. Donc là, ce qui m'a un peu surpris, c'est à quel point, au final, quand même, l'ensemble des propositions qu'il tient dessine difficilement un programme très cohérent, une vision très cohérente des choses. Même si, voilà, l'impulsion générale est quand même assez nette, quoi. C'est-à-dire, bon, on voit bien qu'il se flatte d'être le futur Trump français, voire même d'avoir inspiré Trump 2. En un sens, il trouve que Trump s'est sûrement inspiré de Zemmour pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc en un sens, là, la ligne est assez claire. Pour le coup, pour le rapport à la violence, bon, il n'a rien à redire à la politique migratoire de Trump et aux forces que Trump a mobilisées pour mener à bien ses directives contre l'immigration. Donc je pense qu'il a une affinité assumée avec les recours violents. Hein. On l'a vu aussi à Londres il n'y a pas très longtemps devant des cohortes quand même
très marqué par, semble-t-il, le masculinisme, etc., entre autres choses. Bon. Donc voilà, mais bon, en tout cas, ce qui m'a frappé, encore une fois, c'est cette étrange manière de manier le religieux, le national, d'une manière qui semble très peu cohérente pour le coup. Effectivement, la façon dont tu résumes le livre est assez frappante. C'est-à-dire aux musulmans, ils demandent que leur foi devienne complètement privée. Ils doivent devenir de purs individus. Aux chrétiens, au contraire, ils demandent que leur foi devienne complètement collective et nationale. Il faut qu'ils cessent d'être des individus pour être des porte-étendards d'un bien national qui serait le christianisme. Donc c'est vrai que c'est deux façons de traiter le religieux qui sont radicalement incompatibles. Oui, et puis il y a aussi, il peut à la fois défendre la beauté du christianisme pour son individualisme, parce que c'est la religion de la foi, pas des œuvres, enfin bon, selon son interprétation. Et 3 lignes plus loin, il va dire néanmoins, il faut quand même qu'on comprenne bien que la société, toute vérité qui serait contraire à la société devrait être exclue en un sens. Donc comme si la société est il idolâtre la seconde d'après la société elle-même d'une manière un peu étrange en citant Lamartine. Donc ça donne quelque chose d'assez chaotique en fait finalement, bizarrement. C'est mon impression de lecteur. Est-ce que sur le zémourisme, vous aviez envie de rajouter quelque chose? Alors peut-être je vais poser, comme le temps avance et qu'il faut qu'on ait un temps de discussion, peut-être une question, deux questions un peu difficiles, l'une sur une éventuelle responsabilité des centristes, parce que moi j'ai étudié un petit peu les intervenants aujourd'hui au débat public qui dénoncent l'extrême centre. Et puis après, peut-être une phrase sur ce qu'on peut faire par rapport à ces tentations extrêmes. Donc il y a beaucoup d'intervenants de droite ou de gauche aujourd'hui qui dénoncent ce qu'ils appellent l'extrême centre. Donc ça serait le fait pour des élus ou des partis qui se disent modérés, en réalité au nom de la modération, d'exercer une forme d'autoritarisme, c'est-à-dire de censure des idées différentes des leurs qu'ils dénoncent comme radicales et extrémistes justement, le fait d'invoquer l'état de droit, les exigences techniques, éventuellement budgétaires et autres pour dérouler une politique qui serait absolument nécessaire, de laquelle on ne pourrait pas vraiment discuter. Alors moi je pense que cette thèse de l'extrême centre ne tient pas forcément, en tout cas chez les auteurs que j'ai étudiés, il y avait beaucoup de problèmes dans la formulation de cette thèse, dans les cas historiques qui étaient mobilisés, mais est-ce que vous pensez que d'une façon ou d'une autre, il y a eu du côté des modérés ou des centristes, qu'ils soient macroniens, modem ou autres, une façon de faire de la politique qui a trop donné prise à ce genre de critique ou ça vous paraît entièrement injuste? Peut-être du coup il n'y a que vous qui puissiez répondre. Non, effectivement, on l'a souvent entendu. Alors si j'aime bien regarder toujours à charge et à décharge, l'extrême centre, ça n'existe pas. Vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Les extrêmes, c'est en général ce qui est au bord, et nous, on n'est pas au bord, on est au milieu. Donc sémantiquement, l'extrême centre n'existe pas. Par contre, on arrive, je pense, et ça a été peut-être l'aboutissement avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, depuis la Ve République, on avait quand même à l'Assemblée nationale un fait majoritaire qui faisait que tu déroulais et tu écrasais, j'allais dire, toutes les oppositions, et tu déroulais ce que tu voulais sans même t'occuper des oppositions. Alors, ça tombe sur le centre parce que c'est 2017-2022 et parce que c'est peut-être le bout du bout, mais ça a toujours été depuis des années. Ça a toujours déroulé, sauf en période de cohabitation. À partir du moment où tu as un alignement avec la majorité à l'Assemblée nationale, le Sénat qui est de la bonne couleur et, j'allais dire, un gouvernement qui est aligné, ça déroule et effectivement, il n'y a pas de place pour la partie des oppositions. Ce qui change en 2017, c'est l'arrivée de ces partis en plus grand nombre dans notre hémicycle, puisqu'on se retrouve avec un groupe insoumis qui n'a fait que grossir depuis 2017, tout comme un groupe RN. Donc là où avant, on n'avait pas, entre guillemets, cette partie extrême, on avait plutôt un bipartisme, l'opposition et la majorité. Mais ça déroulait. Et c'est, je pense, un écueil. C'est pour ça qu'on peut parler peut-être d'extrême centre, parce que ça tombe sur nous. Mais en fait, c'est notre démocratie et les institutions qui font que pendant des années, à partir du moment où tu as la majorité à l'Assemblée nationale, tu déroules et tu écrases
j'allais dire, toute opposition dans les débats à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on est passé dans un autre monde, parce qu'ils sont arrivés, bien entendu. Nous, comme vous le savez, alors j'ai des débats avec notre président sur quel type de proportionnel il faudrait, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on échange, parce qu'on le voit bien, j'ai du mal à croire que l'Assemblée nationale redeviendra ce qu'elle a pu être en 2017, c'est-à-dire avec une large majorité et une opposition réduite à peau de chagrin, parce que je pense que nos concitoyens ne donneront plus cet élan à un président, mais peut-être que je me trompe, on verra en 2027. Et donc cette idée d'avoir la proportionnelle me paraît intéressante, parce qu'on voit bien, j'allais dire, les dérives à l'Assemblée nationale d'avoir des accords d'appareil avant les élections. L'avantage de la proportionnelle, c'est que chacun partirait sur ses couleurs et on discute après pour essayer de faire un gouvernement. Ce qui pose aujourd'hui problème, et on le voit notamment sur la partie NFP, c'est qu'on a des socialistes, des Verts, qui sont coincés dans leurs accords d'appareil avec LFI et qui sont coincés aussi pour leur poste. Donc, ils ont fait des alliances, j'allais dire, contre nature avant les élections. Mais comme ils ont été élus sous les mêmes horreurs, eh bien, ils sont obligés de suivre plus ou moins. Donc on a une vraie inquiétude à ce moment-là. Et donc on a une gauche qui se décale, y compris le PS, qui se décale quand même beaucoup côté LFI pour une grosse majorité. Alors on va dire le PS, enfin, une partie du PS, que sont très divisés, une partie du PS se décale complètement sur la partie LFI. On a vu les Verts qu'on pensait peut-être sauver, qui disent cette semaine qu'il faut aller derrière LFI. Donc on est en train en fait d'avoir trois blocs, et c'est ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. Un bloc de gauche avec des idées quand même très tirées extrême gauche, un bloc de droite avec des idées très tirées extrême droite, puisqu'on voit bien même côté les Républicains que ça en emmène un certain nombre côté Rassemblement national, et au milieu on a tout le reste, ce qui fait que nous sommes nous, avec une partie du PS bien entendu, une partie des LR, et cette majorité qui n'est plus une majorité, mais j'allais dire, c'est ce couloir central qui a tout écrasé entre 2017 et 2022, ce qui peut permettre peut-être à certains de dire qu'il y a un extrême centre. Mais pour moi, on est quand même loin. J'allais dire, je vois quand je travaille avec mes collègues LR ou socialistes, c'est quand même, tu peux travailler avec eux. Ce que tu ne peux pas faire avec les autres, c'est pas possible. Alors, je pose ma dernière question, mais on peut peut-être aussi en prendre d'autres d'un même mouvement pour lancer la discussion. J'ai l'impression que par rapport à ces extrêmes et à leur montée en puissance, il y a deux réactions qui existent dans notre débat public. La première qui consiste à dire qu'il ne faut surtout pas relayer les thèmes qui sont portés notamment par le Rassemblement national ou par d'autres formations extrêmes, parce que déjà évoquer ces thèmes, c'est leur donner trop de place et leur donner du crédit. Et puis au contraire, une autre réaction qui consiste à dire qu'il faut prendre en charge les problèmes réels qui se cachent derrière les fausses formules ou les mauvaises politiques promues par ces partis, de façon spontanée. Quelle serait aux uns et aux autres votre réaction ? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'interdire certains thèmes parce qu'en fait c'est déjà une façon de donner du crédit aux extrêmes, ou est-ce qu'il faut prendre en charge les problèmes qui seraient cachés derrière la montée en puissance des extrêmes ? Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des réponses à cette question, et puis sinon je prends d'autres questions en enfilade. Alors peut-être on peut se dire que l'électorat des extrêmes ne s'accroche à aucun élément rationnel finalement. Et donc c'est vrai que si on essaye de démonter argument contre argument, ce qu'il faudrait faire logiquement pour leur démontrer que telle mesure n'aboutirait pas à tel effet, mais au contraire à celui qui est inverse, ça n'imprime pas, parce que on devient finalement dans leur esprit, je pense, un membre d'un système qui, par définition, rejette l'extrême, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc, finalement, même si on essaye de mettre toute la rationalité possible et de dépolitiser le débat en avançant des arguments juridiques, économiques, de sciences politiques qui ne sont pas forcément ancrés ou dans la gauche ou dans la droite, ça ne réussit pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que ça peut permettre à ceux qui hésitent peut-être d'être convaincus du mal fondé de telle argumentation ou pas. Mais c'est vrai que sur la base qui est fortement accrochée, je ne sais pas si... Donc toi, tu as un sentiment d'impuissance ? La rationalité est impuissante.
si vous voulez défendre la... Non, je souris parce qu'on s'est posé cette question hier matin en réunion de groupe. On a un texte aujourd'hui qui porte certaines mesures, notamment sur les gens du voyage et sur d'autres catégories pour essayer sur les rodéos, sur les free parties, ce genre de choses. Et des collègues disaient, il ne faut pas qu'on aille dedans, Et j'avoue que pour ma part et avec d'autres, on s'est dit, on ne peut pas laisser ces sujets-là justement qu'aux extrêmes. À un moment, on a une population. Cette population, quand elle voit les dégâts des rave parties illégales, des free parties, notamment la dernière, j'allais dire, dans le Cher, où on a des agriculteurs dépités parce que leur champ a été ravagé, des bêtes sont mortes. Quand on a des personnes qui, chaque jour, on leur demande de restreindre l'eau, de respecter un certain nombre de choses, et qu'à côté vient de s'installer un camp de gens du voyage qui coupe tous les arbres pour pouvoir s'installer avec leur caravane et qui, jour et nuit, nettoie leur caravane au Karcher, à un moment, ça crée, j'allais dire, un sentiment d'exaspération de la population. Et si on ne le traite pas, je trouve que c'est encore pire parce qu'on laisse que les partis extrêmes y répondre. Donc j'entends, et on était partagé là-dessus hier en disant si on soutient ce type de mesures, on va passer pour des personnes et on fait le jeu des extrêmes. Mais il y a aussi le courant qui dit mais si on ne le traite pas, on fait aussi le jeu des extrêmes puisqu'on les envoie encore plus grand ouvert dans les bras de ces deux partis. Donc à un moment, c'est vrai que c'est compliqué d'agir et c'est pas simple de trouver le juste équilibre sur tous ces sujets-là. Mais je pense qu'à un moment, et j'avais été très marquée, c'est Christiane Taubira qui l'avait dit dans une réunion chez moi, qui avait dit il y a certains mots, certains concepts qui ont été pris par les extrêmes qu'on doit se réapproprier. Le drapeau français, aujourd'hui, les gens n'osent même plus afficher un drapeau français à leur fenêtre de peur d'être tagués Sauf en période de Coupe du Monde. Sans parler de Coupe du Monde, mais de personnes qui seraient du Rassemblement national. On a un vrai sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que réduire l'électorat du Rassemblement national à l'immigration serait une erreur. Et c'est pour ça qu'on avait mené, j'allais dire, suite aux dernières élections que j'avais demandé et qu'on avait mené du coup ce travail au sein du MoDem, c'était d'essayer de comprendre, j'allais dire, ce qui dans notre population, les profils qui sont dans notre population, qui vont vers le RN, pour qu'après nous, on arrive à proposer des choses pour essayer de les ramener. Alors, on ne ramènera jamais tout le monde, mais il y a quand même une partie qui est, et on le voit, parce qu'on nous dit c'est à cause de Macron, etc. Mais dans mon département, quand je regarde l'évolution du Rassemblement national, elle est continue depuis les années 86 et donc la première proportionnelle. Elle est continue. Alors, certes, elle s'accélère ces 10 dernières années, mais peu importe le gouvernement qui est en face, elle n'a jamais décru. Elle a toujours que cru cette dynamique. Donc à un moment, c'est qu'il y a autre chose. Et dans ma population, en tout cas dans un territoire rural, ils se sentent méprisés dans leur tradition. C'est le coup des crèches, c'est ce genre de choses. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à demi-mot. Mais les gens ont l'impression d'avoir une tradition dans laquelle ils sont dépossédés. Ils ont aussi, on a tout ce qui était les travailleurs que la gauche a perdu, qui est parti complètement au Rassemblement national parce que on avait avant un ascenseur social qu'on n'a plus. Et aujourd'hui, faire des études, c'est pas dire que tu vas avoir, j'allais dire, un niveau de vie qui est assez élevé. Et donc, on se rend compte bien qu'il y a cette inquiétude-là, l'inquiétude pour ses propres enfants, qui est importante dans nos territoires. Et puis une fragmentation dans notre pays entre les ruraux qui demandent beaucoup de services publics parce qu'ils sont loin de tout, et les gens des grandes villes qui, eux, ont tout et aspirent plutôt à être tranquilles et à avoir la liberté. Donc aujourd'hui, on le voit très bien, d'ailleurs, la France insoumise, marche très très bien dans ces grandes métropoles où il y a un sentiment de liberté, où on ne veut pas de règles, on veut faire ce qu'on veut. Et le Rassemblement national marche beaucoup dans nos territoires où on demande plus de services publics, plus d'ordre et plus de respect de ses propres traditions. Et tant que nous, on ne s'intéressera pas à ces sujets et qu'on n'apportera pas de réponse à ces inquiétudes essentielles, de nos concitoyens, on ne pourra pas lutter. Je suis d'accord avec madame, c'est pas en disant programme contre programme qu'on arrivera à les convaincre. Il faut qu'on aille chercher ce qui les prend aux tripes et qui font qu'ils se disent qu'à un moment, il n'y a plus que ces extrêmes qui peuvent agir pour moi. Et c'est pour ça qu'on avait fait
ce groupe de travail avec un certain nombre de personnes du MoDem. On avait auditionné un certain nombre de chercheurs, etc. Et moi, j'espère vraiment que dans notre réflexion pour l'année qui vient, eh bien, on soit là-dessus, c'est-à-dire aller rechercher ce qui inquiète notre population pour éviter bien qu'on ait un raz-de-marée, Rassemblement national dans nos territoires, mais aussi France Insoumise dans les métropoles. Adrien, tu voudrais rajouter quelque chose ? Un peu dans la continuité, moi je pense que pour répondre à ta question, je pense que moi il est très important d'aborder toutes les questions et aussi alors pour le coup d'avoir un sorte de principe de charité, c'est-à-dire quel que soit le vote de la personne avec qui on a affaire, partir du principe qu'effectivement il n'y a pas, plutôt de considérer tout de suite comme un affreux qui est animé par des passions négatives, considérer qu'il peut y avoir, enfin qu'il y a probablement d'ailleurs des motifs positifs dans un vote RN, enfin voilà que bon, nous on est bien placés pour le savoir parmi nos collègues, qu'il y a des votes très à droite qui procèdent à un véritable attachement à la tradition, à la nation. Donc je pense que c'est important de faire droit à ce qu'il y a de positif dans ces motifs. Et puis, peut-être que je ne m'exagère pas la puissance de la raison, mais le fait est que nous sommes des êtres rationnels. Donc, c'est quand même notre rôle aussi de partir, de considérer ces motifs positifs et de considérer que les autres ne sont pas simplement des gens stupides. Alors, d'ailleurs, je reviendrai sur la question de l'extrême centre. Bon, je pense que l'extrême centre, ce n'est pas forcément l'extrémisme des centristes. Je pense que c'est rarement ça. Je pense que, je ne vais pas défendre la version Bock-Côté de l'extrême centre, parce que Bock-Côté, si on le dit, on a l'impression que l'extrémisme est partout, sauf à droite, sauf à la rigueur, on est nazi, mais néo-nazi. Mais bon. Mais je pense que par contre, il y a une réflexion peut-être qui mérite plus méditation, qui est de dire les partis dits des gouvernements ont quand même donné un peu l'impression d'avoir le monopole de la légitimité morale, de la compétence économique. Se sont à peu près accordés sur le modèle néolibéral ou le libéralisme mondialisé. Et quand même, là, il y a eu des paroles quand même très dures, y compris de la part de Renaissance, de Benjamin Griveaux. On me souvient, à l'époque, on était dans le Pas-de-Calais. Quand Benjamin Griveaux dit « on ne veut pas la France qui fume des clopes et qui roule au diesel », c'est quand même pour le coup, c'est quand même un peu monter un peuple qu'on a contre un autre. Et puis nous qui habitons dans le Pas-de-Calais, et moi j'étais dans un club de tennis où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans une colère très noire contre de telles paroles et qui se sentaient méprisés et délégués et relégués à la marge de la société. Donc ça pose quand même une question. Est-ce que jusqu'à quel point on n'a pas pâti justement de ne pas considérer les motifs qu'il y avait dans la population? Est-ce qu'on n'a pas pâti pendant très longtemps de ne pas considérer les enjeux autour de la laïcité, qui sont là depuis les années 90, début des années 90, qui ont mis très longtemps à être réappropriés ou à être pris en charge, ou en tout cas le RN s'est empressé de prendre en charge ce discours républicain. Quand même, moi je trouve quand même que les années précédentes nous induisent à considérer toutes les questions, à ne pas laisser des choses non dites. D'ailleurs, il y a un article dans ce numéro qui parle de la captation de l'électorat musulman par LFI. Pourquoi il n'y a pas d'autres partis qui ont des choses positives à dire à nos concitoyens musulmans? Pourquoi nous-mêmes, on a des collègues musulmans qui votent LFI, alors que probablement en termes à part le fait qu'ils soient musulmans, il n'y a rien qui les rattacherait visiblement à LFI. Donc je plaide plutôt pour que toutes les questions soient traitées par tout le monde. Alors, on vous laisse la parole. Je vais faire passer le micro. Donc, si vous avez soit une remarque, soit une question, on est heureux de vous entendre. Merci, Guylaine Hirso. Il se trouve que je suis beaucoup dans le mouvement d'éducation populaire et je pense à Marc Sangnier, qui est un démocrate chrétien. Mais en dehors de ça, moi je suis beaucoup je suis dans une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences et on met en avant l'esprit critique et le libre arbitre et tous les jours on est sur le terrain, complètement sur le terrain, sur tous les territoires, on est à La Réunion aussi, on passe par les sciences, on est avec les collectivités, je ne sais pas si vous nous connaissez, les collectivités, et effectivement, il y a aussi les municipalités RN. Nous, c'est les citoyens qui nous intéressent, les citoyennes.
les jeunes et les moins jeunes. Donc on est dans les murs, hors les murs. Et je suis très pessimiste sur ce qui va se passer, mais en même temps moins pessimiste, parce que quand je suis sur le terrain, on a fait des tournées des tiers-lieux, on est allé voir les gens. Sur le terrain, même si je sais qu'éventuellement, il y avait certainement 30% des gens qui votaient peut-être RN, je n'en sais rien, parce qu'on ne leur demandait pas, bien évidemment. Mais dans les débats, et je continue, j'étais encore dans le sud ce week-end, j'étais avant dans l'ouest, effectivement, ce que vous dites sur la réaction par rapport au LFI, Front National, bon, je ne partage pas tout ce que vous avez dit, mais c'est important. Et il faut, et ce qu'on dit aussi, puis je vais arrêter parce que je serai beaucoup trop longue, s'approprier les thématiques, s'approprier les mots. Et ça, c'est vraiment important. Les mots MAUX et les mots MOTS. C'est vraiment important sur le terrain et de prendre la considération. La dignité, remettre en avant la dignité. Et souvent, c'est un peu ce qu'on a pu oublier. Et donc ça, je crois que c'est important, quel que soit l'endroit où on peut être, pensez à cela. Moi, je suis une des fondatrices de Droit d'urgence, l'accès au droit pour les gens en grande exclusion, ça fait 30 ans. Et j'étais plutôt de gauche, je suis plutôt social-démocrate. Mais ce qui me gênait, quels que soient souvent les partis, je dirais, démocrates, c'est le manque de considération et la dignité qui n'est pas mise en avant pour chacun, chacune. Et ça, c'est vraiment un problème. Et la question de l'esprit critique, le libre arbitre, rappelez tout ça. La laïcité, ça a été dit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai beaucoup posé de questions, mais enfin, je voulais réagir, mais je ne voulais pas être trop en opposition, même si je pourrais l'être après. Ouais, Stéphane Maguet, dans Faut-il parler aux extrêmes, tout ça, parce que vous n'avez pas dit, moi je pense c'est qu'il y a un sentiment que rien ne va. Et Michel Fournier, qui l'a fait l'autre fois à l'Assemblée, où il était interpellé par un RN sur la ruralité, en disant il n'y a rien, puis il est intervenu, je ne sais pas si tu étais là, en disant mais c'est pas la ruralité qu'on vit, faut arrêter les bêtises. En fait, il dépeigne un tableau très noir. Et il y a aussi la société française qui n'est plus la société française d'avant. Moi, je le dis souvent, on n'est plus autant des colonies, mais les Français ne se sont pas aperçus de ça. On a régressé fortement, donc on a des problèmes à régler, mais en fait, on ne montre pas aux gens en disant voilà la situation où on en est. La France n'est plus la France d'avant. On a beaucoup de difficultés dans le monde. France-Afrique, ça n'existe plus, tout ça. Et voilà les solutions pour s'en sortir. Parce qu'en fait, ils subissent, mais personne leur amène un peu de joie et de dire bah, demain, peut-être on va pouvoir faire comme ça, peut-être que nos enfants pourront mieux vivre. Il n'y a pas ça. Et donc on va dans le RN qui emmène dans le noir et on va essayer de contrer le noir. Mais moi, dans ma commune, quand j'étais maire, il y a les commerces dans la ruralité, 2600 habitants. François était avec moi. Les commerces partaient parce que les commerçants arrivaient à la retraite et il fallait qu'ils cèdent et ils avaient du mal à trouver. Et à un moment, j'étais obligé de faire un discours d'optimisme pour dire mais on va se remonter les manches, il y a des solutions, on est bien placé, voilà, on a des atouts, et pour montrer aux gens en fait qu'on ne s'est pas mort. Et je pense qu'il faudrait le faire au niveau de l'État. Alors, je partage complètement sur vos derniers propos, parce que quand j'ai à faire des discours dans mon territoire, j'ai souvent en face de moi des gens qui voient le verre à moitié vide et moi qui essaie de le voir à moitié plein. Alors ça tombe bien, c'est moi qui finis en général, donc ça permet de rehausser le niveau, puisque le député parle en dernier. Mais je suis complètement d'accord. Quand je vois comment il dépeigne la réalité, moi je suis d'un territoire rural, la Nièvre. La plus grosse commune, c'est Nevers, il y a 30 000 habitants. Après, on tombe à 9 000 habitants et j'ai 2 communes qui ont 9 000 habitants. Tout le reste, c'est 5 000 et en dessous. Tous les week-ends, j'ai des choses à faire dans mon territoire, gratuites. Il y a un tissu associatif qui est merveilleux. Il y a de l'activité. Alors, oui, il nous manque des services publics. Oui, il nous manque l'hôpital. Oui, il nous manque pas mal de services publics. Et c'est ça qui creuse pour moi le sillon du RN dans nos territoires. C'est cette impression de ne pas avoir droit aux mêmes services que l'ensemble de la population autre. Mais par contre, on a une vie dans nos territoires que peu ont.
On connaît nos voisins. Moi, il n'y a pas un endroit où je me déplace sans que je ne connaisse pas quelqu'un. Quand tu vas dans une grande ville, tu connais personne, tu croises, c'est froid, les gens ne te parlent pas, ne te disent pas bonjour. C'est triste, les grandes villes, c'est horrible. Moi, j'avoue, quand je suis à Paris ici, je déprime. J'aime beaucoup être mieux dans mon territoire où je rencontre des gens, ils me disent bonjour, ils discutent, mais parce que je les connais et parce qu'il y a une proximité qu'on n'a pas. Et ça, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on revalorise aussi nos territoires, qu'on dise ce qui marche. Moi, j'en ai marre qu'on me dise que dans la réalité, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais il y a plein de choses qui marchent dans nos territoires. Parce qu'on est innovant, parce qu'on cherche à combler ce qui nous manque par de la débrouille, par de l'entraide. Et ça, c'est vraiment des valeurs qu'on perd dans notre pays et qu'il faut qu'on valorise. Et ça va avec ce que vous disiez, madame. Aujourd'hui, moi, je suis effarée de ce qu'on a fait de nos quartiers. Moi, je les vois dans mon territoire. Avant, j'ai fait un centre social, la fête d'un centre social il n'y a pas longtemps. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais on a les Marocaines d'un côté, Tunisiennes de l'autre, et ça ne se parle pas parce qu'on les a tous mis dans des bâtiments séparés par nationalité. Ils ne se causent pas. Donc même nous, par la manière dont on répartit les gens dans l'habitat, on crée un entre-soi et qui n'aide pas à s'ouvrir et à voir autre chose. Et là, vous avez raison, on a une assignation en résidence dans les quartiers qui est monstrueuse. Moi, je dis tout le temps, on me dit oui, les gamins des quartiers. Mais je dis, les gamins des quartiers, vous leur proposez quoi? C'est le RSA ou la drogue? À un moment, on leur propose quoi aux gamins des quartiers pour sortir de leur quartier? Moi, je le vois, l'assignation en résidence des gamins de nos quartiers, c'est compliqué. Quand tu dis que tu viens d'un tel quartier, ton CV, c'est pas simple. Parce que je viens d'un quartier où, par exemple, tes parents parlent pas français. Tu n'as pas forcément tous les mots arrivés à l'âge adulte comme d'autres peuvent avoir. Et puis, pour moi, le plus triste, c'est toute cette génération qu'on a fait venir dans les années 60 qui était très intégrée. Toute cette génération d'immigrés qui était très intégrée, qui ont des enfants et des petits-enfants qu'on a laissés sur le bord du chemin et qui, aujourd'hui, renversent la situation. Et on ne sait plus comment donner de l'espoir. Et c'est là où vous avez raison, il faut qu'on donne de l'espoir à toute cette population, les ruraux, les personnes en situation qui vivent dans nos quartiers. Il faut qu'on redonne espoir à notre population française. Je l'avais dit à François à l'époque, quand il parlait de dette, j'ai dit oui, il faut en parler, mais attention à ne pas assommer les gens, parce que là, on risque... il faut qu'on trouve juste le milieu entre dire les choses comme il faut, mais donner ce brin d'espoir, parce que si tu n'as pas d'espoir, tu ne vis pas en fait. Et si tu n'as pas d'espoir pour tes enfants, si tu n'as pas d'espoir de t'élever dans la société, si tu n'as pas l'espoir de vivre mieux, eh bien, tu te morfonds. Et on n'a pas parlé d'un sujet, mais je vais l'aborder très, très rapidement. Moi, je suis abasourdie de l'impact des médias H24 dans nos territoires. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, je rentre chez moi, on me dit « Ah là là, à Paris, il y a feu et à sang. » À Paris, il y a feu à sang. Ouais, j'ai vu sur telle chaîne, ça brûle, machin, etc. Alors j'appelle ma collaboratrice qui habite dans le quartier. Elle me dit, ah mais non, mais il y a 2 rues qui sont en bazar. Le reste, ça va très bien, je reviens, j'ai été me promener sur les quais, il n'y a pas de problème. Sauf que tu as des médias qui, H24, te montrent tout ce qui est mauvais dans notre pays. Enfin, je regrette Jean-Pierre Pernaut, vous n'imaginez pas comment, quoi, où il faisait de l'information positive. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'information positive dans ces médias H24. Donc, dans mon territoire où il n'y a pas très peu de délinquance, mais ils n'ont qu'une peur, mais ça que ça arrive. Donc, ils ont un rejet de l'étranger, un rejet de ce qui pourrait arriver, parce qu'ils disent « Ah bah oui, mais si les immigrés viennent chez moi, eh bien, ils vont me faire la même chose qu'ils font dans les quartiers, ça va être tout cassé. » Et alors que j'ai 0 immigrés chez moi, et j'ai un vote RN qui est au plus haut. Et quand tu discutes avec ça, c'est la peur qui les anime. Et le vrai sujet, vous avez raison, c'est comment on redonne espoir à notre population, parce que la peur est destructrice dans toutes les situations qu'on a dans notre pays. Je me permets un petit commentaire. Ah oui, peut-être, justement, oui. C'est ce que j'allais faire, oui. Donc Pierre-Luc Vervandier pour les Français de l'étranger. En fait, si on regarde Pim Fortuyn aux Pays-Bas, Jörg Haider en Autriche ou Viktor Orban, ils ont quand même comme point commun avec Jean-Luc Mélenchon un charisme extraordinaire. Et avec Marine Le Pen, quoi qu'on en pense. Et en fait, moi j'ai la conviction que la France insoumise sans Jean-Luc Mélenchon n'existerait pas. Et le Rassemblement national sans Jordan Bardella ou sans Marine Le Pen, ce serait difficile. Et je ne sais pas comment on peut faire face à ces personnes, mais je me souviens que pour les 2 campagnes de 2024, à savoir les européennes ou législatives, moi j'ai rencontré plein de gens qui me disaient
moi c'est Jordan. Voilà, en tapant le... Et ça, c'était valable aussi bien à Lille qu'à Lyon ou dans le Nord. Et du coup, faut-il craindre les extrêmes? Moi, je pense qu'il faut surtout craindre leurs leaders. Mais si les gens sont attirés par ces leaders, c'est parce qu'ils cherchent un chef dans un monde où il n'y a plus vraiment de chef et où la responsabilité est complètement diluée, on ne sait plus à qui s'adresser. Bon. Alors après, sur la proportionnelle, il y a plein de pays d'Europe qui ont basculé dans l'extrémisme grâce à la proportionnelle. C'est quand même un bémol que je me permets de dire. Et pour le cas de la Belgique, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre se permet de s'extrême droitiser dans un système à la proportionnelle et il contamine des partis centristes. Et donc on voit aujourd'hui le mouvement réformateur ou les engagés en Belgique qui sont obligés de se droitiser parce qu'ils gouvernent avec un parti qui est entre la droite et l'extrême droite. Donc la proportionnelle, ce n'est pas forcément miraculeux, quoi. Voilà. C'est juste ma petite intervention. Français de l'étranger. Merci. Philippe Guirabiol, je suis administrateur de l'État, mais avant j'étais historien. Et j'avais écrit en 1998 un article qui s'appelait Le FN a de beaux jours devant lui. Bon. Bon, c'est une revue Limes. Bon. En fait, à mon sens, LFI est un parti révolutionnaire qui s'ancre totalement dans une logique et dans une histoire révolutionnaire, y compris avec les sans-culottes, et qui a un objectif, c'est être front contre front avec le RN. Donc effectivement, rien ne l'intéresse entre les deux. Alors que le RN, lui, est un parti profondément réactionnaire, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il remet en cause toute la France, tous les fondements de la France républicaine depuis 1945. C'est-à-dire le programme du CNR, c'est-à-dire le préambule, la Constitution de 1946, puis ensuite de 1958, remet en cause nos institutions, nos garde-fous, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, est un parti qui souhaite revenir à des possibilités qui étaient des possibilités d'avant-guerre et avec un programme qui est un programme d'avant-guerre, où effectivement, on avait une radicalité contre les étrangers. Ceci étant dit, je vais essayer de faire un pont avec mon voisin juste derrière sur l'étranger, mais l'Europe étrangère. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque j'avais écrit il y a 30 ans, je disais déjà que la chance du Front National à l'époque, c'était d'être porté par un mouvement mondial qui était contre la mondialisation et contre tout ce qui était droit universel, et donc dignité humaine, et se rapprochait de l'identité nationale, de la préférence nationale. Or, depuis quelque temps, dans l'Union européenne, on a eu des partis qui sont arrivés au pouvoir et qui étaient, eux aussi, profondément d'extrême droite. C'est-à-dire qu'en Pologne ou en Italie. Donc, est-ce que ces partis qui ont été au gouvernement, en Pologne ou en Italie, ont-ils, encore maintenant, ont-ils changé de nature, à votre avis? C'est-à-dire, est-ce que la capacité d'être dans un gouvernement permet de changer de nature, ou est-ce qu'ils restent les mêmes, c'est-à-dire avec une idéologie profondément ancrée dans l'extrême droite? Pour votre dernière question, on peut prendre effectivement l'exemple de l'Italie, où on a depuis là, récemment avec Giorgia Meloni vraiment un parti qui s'inscrit dans l'extrême droite, même s'il y a une tradition de droite très à droite déjà antérieure avec Silvio Berlusconi notamment et certaines de ses décisions politiques. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a les mêmes logiques sur certains points, et donc je reviens avec mon droit et mon instrumentalisation du droit, avec la dernière réforme qui a été tentée par référendum, donc pour réviser la Constitution et mettre à pas la magistrature en remettant en ordre le Conseil de la magistrature, donc qui est censé protéger les magistrats contre l'exécutif, notamment contre des sanctions qui pourraient être adoptées ou des promotions qui seraient des sanctions déguisées. Et il faut se rappeler qu'en Italie, le référendum pour réviser la Constitution n'est pas obligatoire. Il peut, en fait, le référendum
référendum peut permettre de ratifier la révision de la Constitution si les chambres n'ont pas adopté elles-mêmes avec une majorité qualifiée. Et là, on se dit, mais pourquoi est-ce que les chambres n'ont pas adopté avec cette majorité qualifiée? Est-ce qu'il n'y avait pas la volonté justement d'en appeler au peuple pour imposer une nouvelle constitution, une nouvelle disposition constitutionnelle qui remet en cause la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature et donc les droits et libertés garantis par les citoyens? Non, ça n'a pas marché. Ouais. Donc effectivement, cette tactique d'instrumentalisation du peuple pour jouer le peuple contre le droit, la légitimité contre la démocratie, a échoué pour la peine ici. Ouais. Moi, je voulais juste réagir à 2 ou 3 choses. D'abord, sur Jordan Bardella, un prof ne devrait pas faire ça, mais je voudrais confesser une incompréhension. Je n'ai pas dû assez analyser. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le phénomène Bardella prenne. Parce que, alors vous avez dit charisme extraordinaire de Marine Le Pen, j'aurais pas dit ça, mais une certaine présence, oui, mais j'avais l'impression que ce qui faisait la force de Marine Le Pen, c'était son côté peuple, justement. Cette façon de s'exprimer qui sonne un peu peuple. Et j'avais le sentiment que Bardella incarnait, représentait tout autre chose. Et d'ailleurs aussi une ligne économique assez différente. Donc oui, mais dans son style, dans sa manière de faire, je ne m'attendais pas. Alors, tous les étudiants avec qui j'en parle me disent « mais vous vous rendez pas compte, sur TikTok, il n'y a que lui. Donc on voit que lui. » Alors, après, du coup, la question serait de savoir à quel point il résisterait à un changement de médium, c'est-à-dire le discours un peu en longueur, le débat avec un autre dans une émission télévisée, est-ce qu'il résisterait aussi bien? Mais en tout cas, voilà, je ne m'attendais pas à ce que des gens frappent leur cœur en disant « Bardella, c'est moi ». Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit en passant tout à l'heure, mais ça me semblait très important quand vous dites qu'il faut que les parents puissent avoir de l'espérance pour leurs enfants. Vous avez aussi parlé de l'école rapidement à un moment donné. Moi, je pense que c'est très vrai qu'en fait, un de nos problèmes fondamentaux, c'est que les parents ne peuvent plus croire qu'en mettant leurs enfants à l'école, ils obtiendront une situation sociale correcte et un peu de valorisation. Et bon, moi, j'ai été prof de français avant, et c'est vrai que je reste assez désespérée de ça. Et pour le coup, je pense qu'il y aurait des choses à faire pour que le diplôme vaille quelque chose, pour que l'école soit de nouveau un chemin pour les enfants. Et dernière chose, vous avez dit que le RN était profondément réactionnaire et voulait revenir à la situation d'avant 45. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué parce que un des bons coups quand même de Marine Le Pen, c'était de s'être posé en défenseur de l'État-providence, de l'État social tel qu'il avait été mis en place au cours des 30 Glorieuses ou après la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut dire que c'était purement tactique ou de façade, mais je pense simplement pas qu'elle apparaisse comme une candidate réactionnaire à ses électeurs. Je pense qu'elle a réussi à se présenter comme au contraire quelqu'un qui défend l'état des 30 Glorieuses, quoi, la situation au moment des 30 Glorieuses. Donc peut-être que vous avez raison sur le logiciel de fond. Simplement, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement comme ça qu'elle apparaît. Et pour finir, vous demandez si les extrêmes du type RN se transforment ou non quand ils sont au pouvoir. On a les 2 cas un peu différents de Mélanie qui, sur certains sujets, a été plus modérée qu'elle ne l'annonçait, et puis d'Orban que vous avez cité, qui a fait très exactement ce que tu décrivais, ce qu'on appelle en sciences politiques le populisme légaliste, c'est-à-dire on utilise des voies constitutionnelles et apparemment légales pour mettre en place très exactement le projet qu'on portait depuis le débat. Oui, ça dépend des sujets pour Mélanie. Oui. Est-ce que je peux me permettre? Oui, allez-y. Puis, on prendra une dernière question. Pour moi, il y a 2 points communs qui font qu'aujourd'hui, LFI et RN ressortent autant. Un, ils ont des leaders identifiés depuis longtemps. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen. Jordan Bardella, en fait, n'a pu pousser que parce qu'il est constamment avec Marine Le Pen. Si demain, si la même chose, il n'y avait pas eu Marine Le Pen, Jordan Bardella, on ne le connaîtrait pas. C'est parce qu'il a fonctionné avec une leader que quelqu'un connaît depuis longtemps. Quand vous regardez le chantier à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur qui va se présenter au PS, au LR ou au centre, comment voulez-vous que nos concitoyens s'identifient au futur président de la République? On ne sait même pas qui va se présenter. Ça part dans tous les sens, ça se critique. Et là où ils ont un avantage concurrentiel monstrueux, c'est ça. C'est que ce soit Jordan et Marine Le Pen d'un côté ou Jean-Luc Mélenchon de l'autre, ils sont dans la place depuis longtemps, ça trace, il n'y a pas de contestation en interne. Et quand il y en a une, on l'a éliminée.
On l'a vu avec certains députés il y a quelques mois, qui ont été sortis d'LFI parce qu'ils commençaient à contester l'hégémonie du patron. Et l'autre, qui est commun aux deux, c'est les médias et les réseaux sociaux. Les deux ont une politique agressive de médias. Quand on se rappelle de Jean-Luc Mélenchon avec ses hologrammes, avec cette nouvelle communication qu'il fait très très bien, et on a côté Rassemblement national effectivement une utilisation de TikTok par Jordan Bardella qui a fait en sorte qu'il est partout. Et aujourd'hui on le voit bien, les jeunes qui sont beaucoup sur ces réseaux, eh bien, ils sont soit LFI, soit RN. On en a quand même très peu. Dans les autres partis, quand on regarde notre jeunesse, le vote de notre jeunesse, eh bien, elle est soit l'une, soit l'autre. Parce qu'ils sont constamment branchés sur ces petits trucs et qu'en fait, dans le cadre des algorithmes, qui est aussi de l'influence étrangère, il faut qu'on puisse se le dire, qui ont des intérêts aussi à ce que certains partis montent plus que d'autres, nous ne ressortons pas. Mais même nous, médias français, on ne joue pas le jeu. Je le vois bien en conférence de presse, parce que je suis porte-parole avec Erwan Balanan du groupe démocrate. Quand on regarde ce qui ressort des conférences de presse du mardi, ben on a 4 ou 5 trucs qui ressortent sur la conférence de presse LFI. On a 4 ou 5 trucs de médias tendus, publication de médias tendus avec du RN. Et nous, au milieu, pour pouvoir enfin être reconnus, il faut sortir un truc plus gros que toi, quoi. Il faut que tu sortes une petite phrase, il faut que tu fasses un peu un truc pour qu'on te reprenne. Enfin, c'est une catastrophe. On a aussi des médias dans notre pays qui sont aussi sur cette volonté du clash permanent, j'allais dire, de cette information qu'il faut constamment inventer. Et pour inventer constamment, tu inventes n'importe quoi. Et je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, on avait un ancien ministre qui marchait bien, c'était Jean-Baptiste Djebbari. Vous avez regardé pourquoi il marchait bien sur TikTok? Il se ridiculisait. Il se mettait avec une tête de rat en montant dans un train, etc. Il était obligé de se ridiculiser pour qu'on regarde ces trucs. Mais moi, j'ai pas envie de me ridiculiser. Mais on a un peu perdu, et c'est ce que j'arrête pas de dire aussi au niveau du modem. On n'est pas assez câblé numériquement pour parler à la jeunesse. Quand regardez un tout petit peu les sites du Rassemblement national et d'LFI, pour qu'ils puissent mobiliser les personnes sur le terrain, vous n'avez pas besoin de demander des choses au siège. Ils ont fait des vadémécum où, tiens, demain j'ai envie d'organiser une manif, je ne sais pas comment on fait, je vais sur le site de l'un et l'autre et j'ai comment faire une manif, qui contacter, qui faire. Et ça, nous, on ne sait pas faire. On a perdu réellement cette communication et il faut absolument qu'on rattrape notre retard parce que je vous dis, entre un leader qui est là depuis longtemps et que nous, on est encore en train de se batailler et ils ont gagné les médias, on est à la ramasse. Et pour moi, c'est 2 enjeux sur lesquels il faut absolument qu'on agisse aussi. Oui, moi j'ai une petite question. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la personne qui a dit que Jordan Bardella et Marine Le Pen étaient des leaders politiques avec un grand charisme. Je trouve que ce ne sont pas des tribuns, contrairement à, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand on attendait les résultats de savoir si Marine Le Pen allait pouvoir se présenter ou pas, l'ensemble des personnes sondées disaient peu importe que ce soit Jordan ou Marine, ce qui nous intéresse, c'est l'idée qu'ils portent. Et je crois qu'on est arrivé à une démocratie qui n'est plus celle qu'on a connue, où il y avait des grands tribuns à l'Assemblée nationale qui portaient des Jaurès, des Blum, des gens qui portaient des idées. Je crois que maintenant, les gens sont vraiment au quotidien. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'à côté de chez moi, je me sens bien? Est-ce que voilà. Donc c'est un petit peu décevant pour un pays comme la France des Lumières, mais je crois que les jeunes ne sont pas très intéressés par les grands débats entre tribuns. Enfin, voilà. Et M. Mélenchon fait partie des vieux, c'est des seniors et des anciens, quoi. Même le président de la République, pour moi, n'est pas un tribun, mais il portait un programme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez envie de dire une dernière phrase ? Ce que je voulais dire par charisme, c'est que en effet, Jordan Bardella n'est pas un tribun, mais le charisme numérique sur TikTok, il l'a. Et donc, oui, il y a plusieurs formes de charisme. Et donc, le charisme à l'ancienne, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais lui, il sait jouer sur tous les tableaux. Tous les tableaux, numériques, audiovisuels, écrits, tribune libre, etc. Et puis, Jordan Bardella, sur TikTok, il bat tous les scores. Donc en fait, c'est ça le charisme 2026, c'est aussi être très puissant sur ces réseaux sociaux qui sont consultés par les jeunes. C'est ça que je voulais dire. Juste, on me dit qu'il y a une main que je n'ai pas vu se lever, donc nous on a un peu de temps, si vous devez vous échapper, n'hésitez pas.
Bonjour. Moi, je voudrais juste vous poser une question sur la thématique de l'exemplarité. Est-ce que les extrêmes, normalement, ils ont tous dit et toujours surfé sur cette idée de le système, sont tous pourris, etc. Et là, on voit bien qu'avec la condamnation de Marine Le Pen, il y a quand même un petit paradoxe, petite friction, tension. Comment ça peut fonctionner, si je puis dire, comment ils peuvent surmonter cette tension? Est-ce que c'est finalement les électeurs des extrêmes s'en contrefichent que leurs dirigeants soient condamnés? Voilà, je voulais avoir un peu votre regard là-dessus. S'il y avait une deuxième question, on la prend comme ça. Après, on peut clore, libérer. Oui, bonsoir. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Et je suis arrivé en retard, donc peut-être que vous avez déjà abordé ce sujet par rapport aux extrêmes. Est-ce que le fait qu'ils soient quand même tous les deux très pro-Poutine et en tout cas qu'ils aient un discours très favorable à la Russie, est-ce que ça c'est quelque chose que vous aviez abordé déjà au début de la réunion? Moi je suis venu à Paris pour diriger une thèse à l'université qui était complètement pro-Poutine. Mais ça c'est pas la première fois que je vois que les idées pro-russes commencent à infuser et à qui l'université donne un petit vernis de respectabilité et un faux vernis scientifique. Et ça, j'en ai été assez surpris. J'ai essayé d'alerter la hiérarchie. Tout le monde s'en fout. Mais peut-être aussi une autre remarque par rapport à ce que disait le monsieur sur la Belgique. Je vis en Belgique. Et il se trouve que de plus en plus, on entend parmi les francophones des choses très positives par rapport au Premier ministre actuel, qui est un nationaliste qui déteste la Belgique. Et donc, en fait, on a des électeurs, alors ce n'est pas des électeurs de la NVA par définition parce qu'ils sont francophones, mais qui ont en fait une vision plutôt positive sur le mec, en disant il ne dit pas que des conneries, il sert plutôt notre intérêt en tant que Belge, alors qu'en tant que francophone, il ne leur sert pas du tout. Donc je pense qu'il y a aussi ce hiatus où parfois on vote pour quelqu'un qui ne défend absolument pas notre intérêt, voire qui va contre notre intérêt. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans les électeurs des extrêmes, surtout peut-être chez les électeurs du Front National ou au Rassemblement National. Je ne sais pas si c'était vraiment une question ou une remarque. Non, sur la Russie, je ne sais pas, mais en tout cas, pour votre question à vous, je n'ai pas l'impression que ce soit un handicap très grave pour les RN d'être condamnés par des instances européennes. Je dirais à la rigueur, ça va plutôt dans le sens de leur discours, de dire voilà, on est brimé par des instances européennes qui nous privent de notre souveraineté, c'est par le gouvernement des juges. Donc à la rigueur, ça va plutôt dans le sens de propos qui tiennent depuis très longtemps. Et puis bon, il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour voir que ce n'est pas les affaires judiciaires qui entament fortement les personnalités politiques les plus... Oui, mais est-ce que c'est les affaires judiciaires qui... Je sais pas. Donc là, je ne vois pas tellement d'incompatibilité ou d'incohérence dans le phénomène. Mais bon. Non, très vite. J'allais dire là, ça fait beaucoup de ces jours-ci, Marine Le Pen, mais si on est un tout petit peu objectif. On a eu à l'Assemblée nationale Adrien Quatennens qui a frappé sa femme. Il est revenu dans l'hémicycle, ça n'a posé aucun problème à LFI. Donc cette exemplarité, et vous avez raison de le rappeler, qui devrait être première en politique, ne l'est pas. Regardez Balkany, avec toutes les horreurs qu'il a pu faire, il a toujours été réélu par ses habitants. Donc il y a quelque chose quand même d'assez déroutant dans les électeurs, c'est qu'ils appellent tous à ce que les leaders soient plus blancs que blancs. Mais s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. En fait, à un moment, j'allais dire, ils sont prêts à passer par-dessus les problèmes de justice pour ce qu'ils imaginent l'idéologie avec ces personnes-là. C'est pour ça que Marine Le Pen, a priori, il y a eu des sondages, elle a perdu 0. Elle a perdu 0. Alors on verra dans le temps, parce qu'elle va se faire égrener tout le long. Ils vont taper dessus tout le long en disant, etc. Mais c'est là aussi on n'est pas bon. Je vais vous prendre le cas de Jean-Michel Aulas à Lyon. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours. Il y a un de ses collaborateurs qui est accusé de violence sexuelle, je crois, sur une militante. La gauche fonce dessus. Oui, c'est pas normal. La moitié du groupe s'en va. Cléo Piroli, au pilori. J'ai dit à mes collègues députés, mais vous n'avez pas ressorti Quatennens? Parce que Quatennens, il a fait la même chose. Et il est LFI. Non, mais à un moment, on en a d'autres qui sont condamnés comme ça.
Il a été condamné, Quatennens. La personne dont on parlait, Colas, n'est pas condamnée encore. À un moment... Oui, enfin, non, bah, c'est ce qui est ressorti, gifler, mais il n'y a pas que ça, a priori. On ne condamne pas juste pour une gifle. Bah, mais à un moment, je veux dire, aujourd'hui, les premiers qui critiquent Marine Le Pen sur un nom d'exemplarité sont les mêmes qui l'acceptent dans les leurs. Quand je vois aussi hier LFI qui dit... Non, mais quand je vois LFI hier, qui va soutenir à fond Rima Hassan, moi, ça me choque quand on voit le comportement de Rima Hassan. Ce que je veux dire, c'est pas soutenir l'un ou l'autre, mais c'est qu'à un moment, cette vision de la manière dont on voit cette justice, ceux qui crient aujourd'hui, c'est ceux qui défendaient hier et inversement. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, moi, j'attends de voir, et je trouve que la position, pour le coup, que le Modem a pris depuis hier sur cette histoire est plutôt la bonne position. Comme disait notre président aujourd'hui, voilà, là maintenant, on sait contre qui on joue pour la présidentielle, et à nous de faire en sorte qu'elle ne soit pas élue dans 7 mois. Sur la Russie, vous aviez envie de réagir sur la face, les accointances avec la Russie et l'influence russe ou... Mais au-delà de la Russie, la Russie est importante, mais c'est plutôt, on voit les mêmes accointances avec Trump, c'est en fait tous ces leaders, j'allais dire, entre guillemets, durs, dans lesquels se reconnaissent, on peut reconnaître et LFI et RN. Et quand on est dans un moment où notre population doute comme elle doute, elle se dit, il me faut un leader qui me trace une ligne, et j'ai besoin de quelqu'un de charismatique, de dur, mais qui me trace un espoir ou une ligne. Et c'est pour ça que vous parlez beaucoup de la Russie, mais moi, les mêmes sont aussi très proches de Trump. Et on voit bien, en fait... que c'est plus la manière d'être un peu, je ne vais pas employer le mot dictateur, mais c'est un peu vers ça que ça va. Et quand on écoute les deux se défendent d'être pro-russes. Hein. Les deux, LFI et RN, quand tu les écoutes, ils ne sont pas du tout proches de la Russie. Hein. C'est un truc quand même assez intéressant. Les deux disent la même chose. Non, on n'est pas du tout proche de la Russie, pas du tout. Du tout. Mais c'est vrai que vous avez un jeu, mais c'est là aussi, quand on disait tout à l'heure, les influences étrangères. Moi, j'en suis convaincue, les influences étrangères, russes, chinoises, américaines sur notre pays ne sont pas assez étudiées et combattues pour éviter les ingérences étrangères dans notre pays. Non, mais c'est particulièrement, je pense, il y a peut-être une porosité parce qu'on est le pays des droits de l'homme et qui laisse peut-être des choses que dans d'autres pays il n'y a pas, comme certains réseaux sociaux ou des choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus poreux que d'autres à ces influences étrangères qui sont quand même très importantes dans notre pays, que ce soit par la gestion des algorithmes, que ce soit également par les lois extraterritoriales qui peuvent venir toucher nos entreprises, toucher un certain nombre de choses dans notre pays. Et ça aussi, je pense qu'il va falloir se méfier dans les prochains mois de toutes ces ingérences étrangères qui vont essayer de modifier notre présidentielle. Merci beaucoup. Merci de votre présence, merci de votre participation et merci d'avoir pris du temps pour nous, Madame Goulet. Je sais que la journée était chargée. Bonne soirée à tous. Oui, mais maintenant c'est la soirée.